Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et au bout du fil, Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais bien. Guy, on enregistre avec Zencastr, donc c'est un podcast qu'on fait à distance. Les temps modernes fait qu'on n'a plus forcément besoin de se rencontrer en personne pour enregistrer un podcast. Hey, on est au 21e siècle, mon cher. Notre invité est aussi au bout du fil, Keith Bourgoin. Bonjour Keith. Bonjour messieurs. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça fait une paye. Ah oui. Effectivement. Écoute, on sort de la canicule. Les 5-6 derniers jours à Montréal, le début juin, vraiment, on a eu on peut pas se plaindre. La température est belle, il fait juste un peu trop chaud. Guy, tu vas me dire, c'est pas grave. Si t'as l'air climatisé à la maison, tu t'en rends pas vraiment compte. Ouais, effectivement. Écoute, aujourd'hui, pourquoi je fais un podcast avec qui? Qui a déjà fait un podcast avec nous il y a quoi? 3-4 ans maintenant? 2012. 2012. Wow. Ouais, Ça va trop vite. Est-ce que tu te souviens ce que le sujet on l'avait fait? Oui, en fait, pour vous remettre dans le contexte, on parlait des balbutiements de l'arrivée du cloud. Puis on voyait effectivement Azure prendre de l'ampleur. Puis là, on se discutait comment est-ce que l'innovation allait se traduire entre des organisations qui étaient en grosse compétition à la fois à cette époque-là. On va s'entendre. Microsoft, Google et Apple. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, tu sais, la formule d'émission est toujours la même. On présente notre invité pour donner la chance aux auditeurs de mieux te connaître. Donc, justement, les 6-7 dernières années, toi, tu t'es intéressé beaucoup au cloud. Ton métier t'a amené à focuser beaucoup sur les capacités d'innovation du cloud, si je me trompe pas, Keith? Tout à fait. Moi, évidemment, mon background, c'était un architecte d'infrastructure. Puis, avec l'infrastructure qui devenait de moins en moins importante pour gérer les nouveaux services d'innovation, j'ai pris une tangente dans les dernières années, vraiment du côté innovation, mobilité, ces choses-là. Puis ça m'a amené à un genre de questionnement qui a fait que soudainement je me suis mis à développer des nouvelles capacités que je connaissais pas, puis des discussions beaucoup plus stratégiques avec les clients. Tout à fait. Puis ça a même amené il y a maintenant 1 an de cela, tu as écrit un livre sur l'innovation. Exactement, Amused by Innovation, qui malheureusement n'est pas encore disponible en français, c'est à venir, mais qui est disponible sur Amazon à la fois en format papier conventionnel et en format Kindle. Puis, donc dans ce livre-là, tu t'as fait un peu une synthèse de toute cette approche-là que tu as prise pour favoriser l'innovation. Puis en tout cas, c'est un livre intéressant pour n'importe quelle personne qui est en entreprise puis qui se dit, bon, ben, comment je pourrais faire de la veille technologique? Donc, c'est vraiment ce que tu expliques, en tout cas, quelle approche prendre. Vraiment, c'est le survol que tu fais dans ton livre. Oui, puis en fait, c'est un livre qui se veut effectivement un questionnement existentiel, beaucoup pour des entreprises qui sont justement à la recherche d'un processus d'innovation. Parce que ce qui a été intéressant, moi, dans les dernières années que j'ai vécu avec les différents clients avec qui j'ai travaillé, souvent on avait une initiative d'innovation qui s'installait dans l'entreprise, mais la difficulté restait toujours la même, qui était le syndrome de la page blanche. On met tout en place, tous les outils pour faire l'innovation, mais soudainement, on se posait la question, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire comme innovation? Puis on se rendait compte que le problème majeur de tout ça, c'était l'inspiration. C'était savoir qu'est-ce qu'on devait faire pour se réinventer. Puis évidemment, ce livre-là est bâti vraiment pour générer de l'inspiration. D'où l'idée que le amused, le mot centré qui est en plus petites lettres, en fait, c'est muse, pour vraiment expliquer que l'innovation, c'est l'inspiration avant tout.
Moi, Keith, je t'ai connu il y a longtemps, là, il y a plus que 10 ans maintenant. À l'époque où tu faisais beaucoup de l'architecture d'infrastructure, je me souviens que on a eu beaucoup de discussions sur les technologies Apple parce que toi, tu as commencé ta carrière avec les produits Apple, donc là, on remonte des années 90. Ça nous rajeunit pas, hein? Effectivement. Donc, t'as quoi, combien d'années là, tu fais d'informatique? Ça va bien. Ouais, en fait, j'ai cumulé à peu près 27 ans au total d'informatique parce que j'ai commencé vraiment très jeune. Moi, au moment où j'étais à l'université, je faisais de l'informatique à temps partiel. Puis, comme tu l'as dit si bien, j'ai commencé en fait chez Apple Canada sur Birchmount Road, pas à Mississauga, excusez, mais à Markham. Et évidemment, de là, j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec des gars qui étaient extrêmement brillants, des gens qui étaient très, très, très à l'affût de ce qui se faisait en termes d'innovation. C'est drôle parce que pas plus tard que la semaine passée, je suis passé au Genius Bar d'Apple pour une réparation quelconque. Et la fille qui m'a supporté pour mon iPad m'a posé la question, elle a dit est-ce que vous avez une expérience d'Apple? J'ai dit oui, j'ai travaillé chez vous. Et la réaction a été un petit peu comique parce que là évidemment elle se disait en réparation dans les choses. Je dis non, je faisais du support technique puis et ça j'ai presque eu l'humour de lui dire que j'ai fait ça avant qu'elle soit née. Donc c'était presque gênant, mais essentiellement ce que j'essayais de dire c'est que évidemment en 25 ans de vie, en presque 30 ans, il y a eu une transformation extraordinaire qui fait que maintenant tout le monde parle d'innovation, tout le monde veut être le Apple de demain, puis c'est intéressant de voir effectivement ce qui se passe. Tout à fait. Moi, une des choses que je trouve intéressantes, je trouve que le timing de notre émission est très bonne parce que le mois dernier, on a fait une émission sur l'intelligence artificielle et principalement centrée sur le deep learning, puis entre autres les services, les cognitive services de Azure. Puis on terminait l'émission justement en disant ça donne des possibilités fantastiques aux entreprises, mais le défi est toujours là, c'est que tu dois pas avoir des capacités, parce que Azure nous offre des capacités. Tu sais, il y a barrière à l'entrée là, pour dire je peux prendre ces capacités-là pour faire des innovations. Est mince là. C'est plus d'avoir les idées que forcément de dire ça faut que je commence par m'acheter pour $1 million d'infrastructure là. Les gens de Microsoft vont t'offrir ça pour quelques dollars par mois. Le problème, c'est identifier les opportunités et les mettre en pratique. L'innovation, en fait, je pense que tu t'as mis le doigt dessus, c'est que la grosse difficulté, en fait, c'est une boule de cristal. Hein? Puis cette boule de cristal-là, elle n'a pas une grande distance de perception. Très souvent, c'est uniquement les informations qu'on a sur une base relativement régulière qui font qu'on est capable d'inférer qu'est-ce qui va se passer dans le futur ou dans le futur immédiat. Lorsqu'on fait des projets d'innovation, qui sont souvent des projets quand même qui coûtent très très cher, parce qu'il y a énormément d'influx d'argent qui sont placés là-dedans, il y a toujours un degré de risque énorme à faire. Puis moi, ce que j'explique un petit peu dans le livre, c'est que au départ, lorsqu'on a un besoin d'affaires, ce besoin d'affaires-là va quand même probablement rester pour les prochains mois ou même les prochaines années, parce que l'entreprise, justement, est en train de se réinventer et est en train de voir depuis plusieurs années, que ce soit par exemple par des méthodes comme le BI ou ces choses-là, l'intelligence d'affaires, de voir des transformations au niveau de leurs industries, au niveau de la consommation des services et des produits qu'ils vendent. Puis évidemment, ce que ça signifie, ça, c'est que immédiatement, il y a comme une amorce qui se fait où l'entreprise va décider de mettre en place certaines initiatives qui, elles, vont devoir effectivement se rejoindre à un moment donné vers une panoplie de produits ou de services complètement différents de ce qu'ils avaient avant. Lorsque je parle, moi, un petit peu dans le livre de l'innovation, je fais même une différence entre ce qu'on appelle de l'innovation et ce que j'appelle, par moi-même, en fait, j'ai créé un mot pour ça, qui s'appelle la transnovation. Parce que l'innovation, c'est vraiment à partir d'un même produit ou service qui existe déjà. Ça le dit vraiment, hein? L'étymologie du mot dit que c'est quelque chose de nouveau à l'intérieur.
Mais il y a des fois où il y a des choses qui viennent de l'extérieur qui sont des éléments différents. Ça, c'est très, très difficile à prédire, puis forcément que ça a des effets tout à fait marquants, et c'est transformateur. D'où l'idée vraiment de ce que je parle d'une transformation, en fait, une innovation de transformation. C'est ça qui est difficile, c'est souvent, on a nos paradigmes qu'on traîne avec nous. Nos lunettes, si on pourrait dire, hein? Ben en fait, je compare souvent ça au fait que lorsque Henry Ford a créé la première voiture, si on avait répondu systématiquement aux besoins que les utilisateurs ou en fait que les clients demandaient, il aurait fourni un cheval qui était plus puissant, plus rapide, mange moins. Par contre, lui, son effort, sa réalisation a été de se poser la bonne question, à savoir qu'est-ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'aller à un endroit de façon plus efficace, sans avoir à constamment avoir à maintenir un animal, sans avoir à essayer de le gérer, ces choses-là. Et forcément que la solution a été une solution complètement différente, qui a été finalement la voiture. Puis je pense qu'en fait, en ce moment, ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'industrie, c'est ce que j'appelle d'ailleurs dans mon livre la 4e révolution industrielle. Et c'est vraiment l'automatisation intelligente. Lorsqu'on parle des les différentes étapes qu'on a vécues dans l'évolution, en fait, que ce soit au niveau de l'économie ou ces choses-là, souvent on voit qu'au départ on a pris le contrôle en fait de la nature. Hein? On a utilisé par exemple les courants d'eau, on a utilisé les animaux, ces choses-là. Puis ça nous a donné une certaine efficacité. Après ça, l'invention de la roue finalement. Exactement. Puis milliers d'années passées. On pourrait parler des moulins, on pourrait parler aussi d'utiliser des animaux pour comme étant des bêtes de somme, ces choses-là. Après ça, on a introduit la machine comme étant nettement plus efficace que l'animal. Et là, évidemment, on parle vraiment de la locomotive puis ces choses-là qui ont fait que soudainement, on pouvait tirer énormément plus de capacité en utilisant le charbon, évidemment, toutes sortes de types de carburants. Et la 3e étape que je mentionnais, c'était la globalisation des services. Puis ça, en fait, il y a des grands penseurs comme Alvin Toffler qui voyaient la globalisation comme quelque chose de remarquable, mais n'avaient pas réalisé que ça se ferait au niveau économique. Donc, c'est le fameux principe qu'on dit qu'on crée une idée ici, on le design et on le fait construire dans un autre pays. Hein? Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et là, la 4e révolution industrielle, maintenant, c'est la révolution vraiment de la machine. Autant au niveau physique qu'au niveau intelligence. Parce qu'il faut bien comprendre que une machine, ça peut travailler 365 jours par année, 24 heures sur 24, ça prend pas de vacances. Et évidemment, c'est le même prix, ou presque, dans tous les pays. Mais là, par machine, t'entends un ordinateur? Quelque chose qui a un CPU dedans? Je parle de autant quelque chose de physique, qui peut être un robot, ou quelque chose d'intelligent, qui peut être évidemment un smart appliance, du machine learning, de l'intelligence artificielle. Toi, t'appelles ça l'automatisation intelligente, c'est-à-dire utiliser intelligemment toutes ces capacités de traitement informatique et mécanique. En fait, lorsqu'on parle de smart, on parle vraiment du feedback. Donc, la capacité de la machine ou du système, en fait, à aller comprendre plus d'informations et en retirer finalement l'essentiel pour être plus efficace. Un bon exemple de ça, là, c'est que, imaginons un enfant. Puis ça, vous aviez un peu cet exemple-là dans votre dernier podcast. Ben, un enfant qui apprend certaines choses dans sa vie, il va seulement retenir certains éléments essentiels. Il retiendra pas tout. Mais, grâce à sa capacité cognitive, il est capable d'inférer certaines règles de base qui vont lui permettre de fonctionner. Un autre exemple de ça, si par exemple je te dis, tu as eu un accident hier,
si je te demande de m'expliquer quelle était la nature de ton accident, ben tu commenceras pas à me dire, par exemple, ben, la personne était à 5 mètres de moi, elle est arrivée par la gauche dans un angle de 18 degrés. C'est beaucoup trop d'informations. Tu vas probablement me dire, par exemple, bon, ben, il est arrivé sur mon aile, je l'ai pas vu, etc. Puis on s'est heurté. La raison pour laquelle on arrive à faire ça, c'est parce qu'on est capable de réduire à l'essentiel qui est important et d'en tirer des règles, des conclusions, ces choses-là. Puis ce qu'on est capable de faire maintenant, c'est qu'on est capable de définir ces règles-là au niveau algorithme, autant au niveau des robots pour faire des mouvements, autant au niveau des senseurs pour être capable de détecter des choses. On parlait justement des Face API et ces choses-là. Mais en plus de ça, maintenant, on est capable de le faire au niveau des données aussi, pour reconnaître des patterns. Et ça a des changements absolument extraordinaires au niveau de l'industrie. Peux-tu me donner un exemple quand tu dis reconnaître des données? Parce que reconnaître, tu sais, le monde qui nous entoure avec de la reconnaissance visuelle, ça je peux comprendre. Mais reconnaître des données, c'est prendre des données comme étant une source d'input, un peu comme là le senseur, ça serait littéralement des données brutes qu'on ramasse, qu'on a collectées d'une quelconque façon. Oui, je vais te donner un exemple. Dans le passé, quand on a utilisé, par exemple, je sais pas, une compagnie d'assurance essayait de faire des plans d'assurance pour sa clientèle, peut-être qu'ils vont dire, par exemple, que l'assurance vie de, mettons, 20 à 35 ans, ça coûte tant. De 35 à 50 ans, c'est un autre barème. Puis après ça, de 50 ans à X, c'est tel autre barème. Et ça, c'était basé sur des calculs actuaires qui étaient faits sur une période gérée par des recensements et qui, évidemment, étaient plus ou moins bonnes selon le cas. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, puis le machine learning et les gros systèmes, en fait, de big data, on est pratiquement capable de le faire presque en temps réel. Comment est-ce qu'on fait ça? De deux façons. Ou bien on peut faire ce qu'on appelle du human training, de l'apprentissage humain, où en fait l'humain est impliqué et va montrer à la machine comment reconnaître certains traits qui sont importants. Ou bien on peut demander à la machine de prendre toutes ces données-là et d'en sortir des règles. Donc elle est capable de classer par elle-même et de dire par exemple, tu vois, en réalité là, tes classes là, ça devrait plutôt être de 22 à 34 ans. De 35 à 48 ans parce que ces classes-là semblent être nettement mieux définies que ce qu'on a défini. Et ça, donc, sur une base régulière. Le système trouve lui-même les patterns? Exactement. Donc, au lieu de lui enseigner les patterns, on lui enseigne finalement à trouver ces patterns-là. Oui, puis en fait, si on regarde, par exemple, au niveau de la robotisation industrielle, maintenant, on voit que il y a les deux types d'entraînement qui se font en même temps. Par exemple, que ce soit des compagnies, par exemple, comme ABB ou KUKA, qui font des robots industriels, ils vont faire une chaîne d'automatisation avec des senseurs vidéo. Le système va commencer par reconnaître certaines choses. Par exemple, on va lui dire, bon, ben, si on fait du classement, par exemple, de recyclage, on va lui dire, ça c'est une bouteille en plastique et ça va dans le plastique. Au départ, il va faire des erreurs. L'humain va être impliqué pour lui montrer comment reconnaître ses erreurs. Donc ça, c'est vraiment du human training, c'est de l'apprentissage avec l'humain. Au fur et à mesure, ces règles-là vont générer d'autres sous-règles, où la machine va se mettre à reconnaître que, écoute, si ça a un collet, et c'est transparent, et ça a cette structure-là, j'appelle ça une bouteille de plastique transparent. Et là, il va se créer finalement certains classements qu'elle va faire, cette machine-là, où elle va dire que ça fait partie des bouteilles transparentes, ça fait partie de d'autres morceaux, etc. Mm-hmm. De manière à ce que, éventuellement, elles deviennent de mieux en mieux, de plus en plus efficaces, à un point même où elle devient nettement plus rapide pour prendre ces décisions-là que n'importe quel être humain. Ça, c'est intéressant quand on parle de, par exemple, pour une chaîne de production, des choses qui ont peu d'incidence. Moi, ce que ça me fait un peu peur, pas que je suis craintif de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a des choses très positives qui vont sortir de ça, mais où je pense qu'il faut quand même qu'on prenne des précautions, c'est si les algorithmes
sont programmés pour définir des nouveaux algorithmes, pour définir des nouvelles règles. Comme tu disais, ben si je vois que c'est un col transparent, la bouteille est transparente et tout, ben j'en présume que c'est une bouteille de plastique. Ben ça peut être dangereux si, par exemple, quand on commence à faire de l'analyse sur les individus, on le sait tous, là, présentement en Amérique, en tout cas dans les pays occidentaux, si t'as une grande barre noire, t'es basané, pis tu ressembles à devenir des pays arabes, ben il y a beaucoup de gens qui font l'équation de dire ça doit être un poseur de bombes. Ce qui est vraiment un peu bizarre, mais c'est dangereux, ça, quelque part. Si les ordinateurs arrivent à des règles comme ça, il y a un moment donné, quand t'as le malheur, toi, de rien avoir à voir avec... tu sais, parce qu'on le sait, il y a des gens qui, par leur naissance, peuvent être nés, nous, dans, tu sais, puis avoir rien à voir avec les nations arabiques, puis même, quand ils vont arriver aux douanes, ils vont toujours se faire vérifier. Puis là, c'est un être humain qui rapidement se dit « Ah, ok, j'ai fait une erreur. » Puis là, nous autres, souvent les gens vont dire « C'est pas correct, c'est pas normal. » Mais tout à l'heure, c'est des ordinateurs. Comment on va faire pour les déprogrammer? Pour dire « Hey, tu peux pas induire des règles aussi strictes que ça, juste à partir d'informations. » Faut pas être un peu... faudra pas mettre en place des précautions contre ça? Absolument. Lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'il y a des tests qui se font au niveau des bots, on l'a vu, hein, il y a des bots qui ont dérapé complètement parce que on leur donnait des règles extrêmement simples. Puis ce qui se fait en ce moment, c'est beaucoup en fait de l'étude, hein, de l'analyse. On fait des tests, on fait des laboratoires pour essayer de voir effectivement comment ces systèmes-là s'enregistrent. Cependant, on apprend énormément à une très très grande vitesse. Un bon exemple de ça, c'est les erreurs monumentales qu'on sait au niveau des voitures qui se conduisent d'elles-mêmes. En ce moment, il y a un gros progrès qui se fait, mais en fait, il y a énormément d'erreurs aussi qui sont visibles. Ceci dit, en regardant, par exemple, la progression, en fait, la courbe d'apprentissage qui se fait au niveau du système, on peut presque prédire que d'ici 2023 ou 2024, la voiture automatisée ne fera à peu près plus d'erreurs. Ou, du moins, et c'est là que je fais la bémol, va faire moins d'erreurs qu'un être humain. Parce que le message que tu mentionnais, c'est quelque chose qu'un humain peut aussi faire comme erreur. Effectivement. Puis ça, effectivement. Je vais pas porter un jugement, mais il y a tellement de gens racistes sur notre planète, donc ça doit être une erreur assez facile à faire, hein? Malheureusement. Mais ça, ce qui est intéressant avec ce genre de situation-là, puis quand tu le mentionnais au niveau justement, je pense que vous le mentionnez tous les deux au niveau des effets de la société, c'est que il y a certains économistes qui prédisent que il y a énormément de secteurs dans la société qui vont être influencés ou affectés par ça, parce que il faut bien comprendre que toute tâche qui est je dirais jusqu'à un certain point répétitive, ou qui peut même être une décision relativement simple, hein? Un genre de 2 poids 2 mesures, là, ça marche pas, là. En informatique, quand on fait un algorithme, on dit s'il y a un poids qui est plus grand que l'autre, je prends une décision immédiate. Et ça, ce que ça signifie, c'est que toutes ces tâches-là peuvent pratiquement être reléguées à des systèmes automatisés avec qui, il y a pas si longtemps, coûtaient très cher. Maintenant, sont très abordables, que ce soit par le cloud ou par des systèmes, des actuateurs, des robots qui sont très, très accessibles. Ce que ça signifie pour une organisation, c'est de savoir, qu'est-ce qui va se passer, moi, avec ma structure d'employés, avec mes gens qui ont une certaine seniorité, ces choses-là. Puis c'est là, en fait, que la conversation touche directement votre clientèle. Parce qu'en fait, je crois que on s'enligne pour avoir un monde de développeurs. Donc, quand tu dis un monde de développeurs, c'est que le développement sera plus juste un travail réservé à une on peut le dire, là, c'est une forme d'élite, là, les gens qui développent aujourd'hui, parce que c'est tellement complexe que c'est pas tout le monde qui a les aptitudes intellectuelles pour le faire. Mais toi, tu penses qu'il va y avoir on va rendre ça de plus en plus simple et là, ça va pouvoir être accessible à beaucoup plus de monde?
Moi, je crois effectivement qu'il va y avoir, en fait, différents types de développement, mais qu'il va y avoir effectivement des jobs ou en fait des postes qui vont soit piloter des machines ou qui vont entraîner des machines. Puis quand je parle de machines, je parle autant au niveau physique qu'au niveau logiciel. Parce que c'est là qu'on s'en va. Les machines vont devenir plus efficaces que nous à répéter la même chose. Ce qui va devenir différent, c'est lorsqu'il va y avoir des nouveaux cas qui vont devoir être gérés et ça va prendre quelqu'un pour le développer. Un peu comme de plus en plus, on regarde des plateformes comme Microsoft Flow ou Zapier ou l'autre, le IFTT. Grosso modo, les tâches répétitives, comme par exemple d'en prendre un email puis de le forwarder à quelqu'un, ça peut se faire par le robot, mais programmer la partie algorithmique qui va dire, ben quand il arrive telle chose, fais telle autre règle, fais telle autre action, ça va rester finalement de plus en plus du domaine de ça. Ça, c'est ce qui est à valeur ajoutée, puis c'est ça qu'on va demander aux gens de faire, pas de faire le travail répétitif. Ouais, puis selon moi, en fait, il va y avoir différents degrés. Il va probablement avoir ceux-là, comme tu le dis, qui vont faire des tâches initiales, mais il faut pas se leurrer, hein, avec cette l'ajout de tâches par-dessus des tâches, il va y avoir des couches qui vont se faire, des strates. Et à un moment donné, il va sûrement y avoir des bugs et il va falloir débugger. Et là, ça va demander, en fait, un niveau d'expertise nettement plus grand pour essayer de voir, par exemple, à quel niveau de strate est-ce que le problème s'est installé. Puis tu parlais un petit peu du fait que la programmation là, va devenir commune. Il y a un article récent, je me souviens pas si c'est Wired ou Engadget, mais je pense que c'est Wired, où l'article mentionnait que le développement, ça va être la prochaine génération, là, ça va être des prochains cols bleus. Finalement. Moi, je suis absolument convaincu de ça, puis c'est pas pour rien, en fait, que le président Obama a participé à l'Hour of Code en 2014, que Justin Trudeau a participé en 2016 aussi. On est en train d'influencer la nouvelle génération pour essayer de toucher absolument au code, parce qu'en bout de ligne, lorsque la machine va devenir notre outil principal de travail, il va falloir trouver un moyen à la machine de communiquer avec. Puis on a parlé de système cognitif, on a parlé de traduction, en fait, de communication avec les Alexa de ce monde, ces choses-là. Mais il reste que lorsqu'il va s'agir de transformer ça sous la forme de flux de travail, hein, comme on disait, le Microsoft Flow, ces choses-là, Logic Apps, pour ne pas le nommer sur Azure, il va y avoir une certaine intelligence, une certaine expérience qu'il va falloir mettre là-dedans, puis c'est les gens qui vont avoir cette capacité-là vont avoir une longueur d'avance sur les autres. Mm-hmm. On peut s'attendre finalement à avoir, pas juste aujourd'hui, on peut dire que on a déjà commencé à catégoriser les types de développement. Il y a des gens qui font par exemple du code embarqué versus les gens qui font plus de programmation du code en entreprise, les gens qui vont faire plus du code pour des services, mais on va voir encore plus, l'étendue va être encore plus vaste, ça va aller de les gens qui automatisent des choses avec des Logic Apps, ou est-ce que là, c'est peut-être pas la programmation la plus complexe, mais beaucoup de monde vont pouvoir faire ça. Puis il va toujours rester un métier pour les gens qui font des affaires très, très, très compliquées, embarquées, qu'on programme dans les machines, où on fait de l'assembleur ou du C++, ce genre de langage. Ben, regarde un petit peu comme l'école bleue là, présentement. Là. T'as des gens qui font le travail manuel, t'as des superviseurs, t'as des ingénieurs, t'as toute une hiérarchie. Là. On va retrouver cette hiérarchie-là. Exactement. On parle vraiment, des fois on parle de construire du code. Là, on va construire des choses, des objets, des solutions qui vont s'adapter à nos besoins, soit de la vie courante ou des besoins d'affaires. Qu'est-ce qui va arriver avec les cols bleus actuels? Ça va être des robots, ça va être des machines qui vont faire ça? Ben, par exemple, si tu prends le point de vue, par exemple, d'une machine qui construit, par exemple, une route.
Une machine qui construit une route, en ce moment, on utilise quelqu'un parce que il y a quand même des choses à surveiller. Hein. Il faut que la qualité soit là, il faut qu'il y ait qu'on n'écrase pas personne hein, qui est sur le chantier. Il y a toutes sortes de supervision qui se fait. Ceci dit, grâce aux drones qui sont capables maintenant de faire de la supervision en hauteur, on commence à voir qu'on peut couvrir beaucoup plus d'espace avec beaucoup moins de dieux, en fait, hein, beaucoup moins d'intervention humaine. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, soudainement, on voit que ces tâches-là, qui sont des tâches macroscopiques, on est capable de les gérer comme des tâches microscopiques, un peu comme utiliser une imprimante 3D. On donne des paramètres. Les paramètres sont nettement plus complexes, ils sont plus détaillés, mais forcément que, avec le temps, on va créer de la richesse de ces paramètres-là. Puis ce que ça signifie, c'est qu'à un moment donné, on va être capable de dire, par exemple, que ça prend juste une personne pour construire une route. La personne a besoin d'entrer les informations de route standard, du même type de paramètres de route que nous avons ailleurs. Et il va y avoir un superviseur qui va s'assurer à l'autre bout que la job se fait correctement avec le moins de risques possible. Là, quand tu construis une route, tu veux parler, par exemple, le pavage, quand on met l'asphalte ou ce genre de choses? Parce que absolument tout. Absolument tout, mais ça se fait par étapes. Là, il faut commencer par mettre la roche, faut niveler. Donc, toutes ces étapes-là, ça peut pas juste une seule personne qui va contrôler tous ces robots-là. En tout cas, moi, peut-être que là, je fais très 1960, qui est l'année de ma naissance, mais ça me semble assez futuriste, là, ce que tu... Oui, mais tu vois encore, en ce moment, on parle d'une route conventionnelle. Mais actuellement, il y a toutes sortes de routes qui sont en train de se développer, au même titre qu'il y a toutes sortes de pneus aussi qui sont en train de se développer. En fait, c'est intéressant parce que les routes de demain, vu que les voitures vont se conduire elles-mêmes, seront pas nécessairement exactement comme les routes qu'on connaît présentement. Exactement. Puis même, en fait, il y a certaines routes qui sont faites avec des modèles complètement différents. Je sais qu'en ce moment, il y a une machine qui est testée de façon assez régulière comme étant une machine qui assemble du pavé uni. Et elle le fait comme un tapis. En ce moment, les gens placent les briques dans la machine et les briques s'installent et se positionnent et elles sont simplement déposées au fur et à mesure que la machine avance. C'est sûr qu'évidemment c'est un concept, mais ce que ça signifie, c'est que il faut pas nécessairement penser que le processus va s'installer avec le même produit fini qu'on a en ce moment. C'est sûr que c'est difficile à comprendre, mais il y a des choses qui sont... Tu vas pouvoir dire, Keith, que pour une rare fois, t'as réussi à que je suis bouche à la bée. C'est-à-dire que ça me force à réfléchir en me disant, oh my god, à un tel point que j'en oublie même de te poser des questions. Donc, si on résume, ce que tu dis, c'est les métiers traditionnels qui existent aujourd'hui, en tout cas, beaucoup d'entre eux vont être, pas qu'ils vont disparaître, mais ils vont être en mutation. Certains vont disparaître, mais il y en a beaucoup qui vont être en mutation. Et ils vont être en mutation pour devenir de plus en plus des métiers où est-ce qu'on utilise des capacités de programmation. Donc, des capacités où est-ce qu'on donne des directives à des machines, à des ordinateurs, à de l'intelligence sous forme de silicone. Et à ce compte-là, quand on va regarder ce que nous on fait comme métier aujourd'hui, les informaticiens, on va peut-être dire, les autres c'était la première génération d'informaticiens où est-ce que là c'était compliqué, c'était très difficile, c'était de très bas niveau, puis peut-être que ce genre de programmeur-là, il va toujours en rester, mais il y en aura pas. La société en aura pas tant de besoin que ça. Ce qu'elle a besoin, c'est d'autres genres de programmeurs, des gens qui font plus. En fait, elle va avoir besoin de plus de programmeurs au niveau là. Mm-hmm. En fait, il va peut-être avoir les deux. Hein. Comme je l'ai dit, il va y avoir des gens qui vont être des débuggeurs, qui vont devoir creuser beaucoup plus profond dans les couches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui a fait que ça a dérapé ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres qui vont faire des tâches relativement simples. Un très bon exemple de ça, j'appelle ça ce qu'on appelle le short run. Le short run, en fait, c'est la possibilité que dans le passé, on n'était pas capable de faire de la manufacture, de faire des produits manufacture, à moins qu'il y ait une certaine quantité qui fasse que ce soit économiquement viable. Ah ben ouais. Maintenant, grâce à la robotique,
puis aux règles d'affaires qu'on peut installer en fait dans les robots et dans les systèmes, on est maintenant capable de faire littéralement des objets presque sur mesure. Hein? Microsoft offre le contrôleur Xbox avec la couleur qu'on veut puis ces choses-là pour une somme minime. Et ce que ça signifie en fait, c'est que en ce moment, moi je suis très à l'aise pour dire que en ce moment, je suis capable probablement de commander ma voiture pour avoir un modèle qui répond un peu plus à mes besoins, parce qu'il y a certaines variations qui peuvent faire entrer dans la chaîne de montage. Mais il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, je ne serai pas capable de demander le modèle qui va être absolument unique. Parce qu'en fait, le travail va être le même pour le robot. Il s'en fout, le robot. Et c'est ça la différence. Ouais, puis les imprimantes 3D vont se démocratiser, puis là, au lieu d'aller à la quincaillerie pour acheter des vis ou des pièces, on va les imprimer. Et en fait, ça va créer toute une génération, en fait, toute une gamme de nouvelles responsabilités. Par exemple, quelqu'un qui fabrique des petites règles comme étant des morceaux constructeurs. Et ça veut dire par exemple que moi demain matin je vais fabriquer des roues avec des lignes différentes, je sais pas moi, de couleurs différentes ou qui ont un effet spectaculaire, quoi que ce soit, et je l'entre dans les règles de la machine, et je les offre en fait à mon client pour qu'il puisse les utiliser comme étant une option. Maintenant qu'on a établi là comme les grandes règles de ce qui va se passer, si on revenait un petit peu à l'automatisation intelligente puis le travail du développeur logiciel, en fait, comment il peut s'intéresser maintenant à cette technologie-là? En fait, le travailleur, le nouveau développeur logiciel doit absolument s'intéresser à ces nouvelles capacités-là. Parce que moi, je vois ça comme étant un dictionnaire de mots dans lequel le développeur devient le créateur de la poésie. C'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on voit des machines, par exemple, qui sont maintenant capables de combiner certaines capacités. Le human training, l'apprentissage humain, avec l'inférence du big data. Donc ça, c'est deux composantes cognitives qu'on est capable de marier ensemble pour rendre un système encore plus efficace. Le développeur doit maintenant, s'imprégner de toutes ces différentes capacités-là, parce qu'en fait, ça va être l'harmonie de plusieurs de ces capacités-là qui vont faire que la solution va être encore plus efficace. Donc, tous les systèmes cognitifs, tous les systèmes de senseurs, qu'on parle de IoT Hub au niveau d'Azure ou ces choses-là, les systèmes de notification, évidemment tout ce qui est paramétrage tridimensionnel. Ce sont des choses en fait qui vont devenir absolument essentielles, et le développeur aujourd'hui qui ne regarde pas ça en ce moment va être probablement mis un petit peu de côté dans les 5 prochaines années, parce que c'est là qu'on s'en va. J'ai même laissé un message à mes deux garçons il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, où je leur disais: savez-vous les gars que vous êtes la dernière génération qui va vraiment apprendre à conduire? On est rendu là, non? C'est vraiment le moment charnière dans notre histoire où la machine maintenant devient notre serviteur. Puis, en fait, la beauté de ça, c'est qu'on peut être créateur. Puis on doit être capable de créer beaucoup de capacités de musique, en fait, de tout ce qu'on veut, de créatif, et de créer une harmonie avec toutes ces différentes API qui sont maintenant accessibles. Donc, ton message est le même que celui que Heard nous donnait le podcast dernier, c'est-à-dire que il faut absolument s'intéresser aux API, à ces API qui sont disponibles à faible coût, hein, on le rappelle. Donc on peut apprendre pour très peu en utilisant même des versions gratuites de ces API-là. Il faut s'intéresser un petit peu, puis il faut trouver des idées. Et expérimenter. Expérimenter, puis trouver des idées pour les intégrer en entreprise. Oui, absolument.
Puis je pense que en fait Heard avait le bon commentaire lorsqu'il mentionnait que l'intelligence artificielle est un outil maintenant qui est absolument essentiel pour la plupart des entreprises pour comprendre en fait la nature de leurs données, de leur connaissance. On le dit, c'est de l'intelligence. On va chercher de l'intelligence à partir de données brutes. Maintenant, on est capable de le faire aussi au niveau physique. Donc, d'être capable de prendre cette intelligence-là et de la mettre au travail pour nous. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on parle vraiment de l'humain amélioré. Quand on parle des fois, par exemple, de systèmes sur lesquels on a une caméra et lorsqu'on regarde un certain objet, l'information de la caméra nous est balancée dans un écran, justement comme étant de la réalité mixte ou de la réalité améliorée. Donc, toute cette information-là, tout ce flux de capacités-là, c'est des choses qui sont nouvelles et qui nous permettent vraiment d'explorer des scénarios qui n'étaient pas pensables, en fait, même pas dans les 5 dernières années. Mais moi, si je m'intéresse à ça en tant que développeur, puis là, j'arrive au travail, je monte ou j'explique là, les possibilités à mes patrons, à mon manager, tout ça. Il y a des grandes chances qu'on me regarde avec des grands yeux là, puis il dit il est fou, il est complètement fou là, puis que ça soit tout simplement rejeté du revers de la main là. Tu as absolument raison, Guy. En fait, il y a 3 scénarios que moi j'ai identifiés, puis j'en parle un peu dans mon livre. D'ailleurs, j'appelle ça l'OMG, qui ne veut pas dire oh my God. En fait, c'est l'objectif. La transformation, le morphing, et en fait le goal qui est l'objet. Puis on voit vraiment cette conversation-là venant des 3 processus. C'est-à-dire que il y a des entreprises des fois qui vont dire nous sommes au point initial qui est maintenant, nous voyons l'industrie se transformer, comment pouvons-nous changer pour s'adapter à cette nouvelle transformation-là? Donc c'est vraiment, on parle de l'origine et on s'en va vers une destination qui est un peu inconnue. Il y a d'autres entreprises, elles, c'est l'inverse. Ils savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Par exemple, ils disent, bon, ben moi, là, en ce moment, mon industrie, par exemple, les mines, pour pas le nommer, met en danger des êtres humains. Moi, j'aimerais réduire le danger parce qu'en fait, mes assurances sont extrêmement élevées. Puis, je veux pas avoir à gérer ça. Donc, plutôt, j'aimerais réduire le facteur du risque humain. Donc ça, on a une cible à atteindre. Et là, on va essayer de travailler à rebours pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et finalement, il y a un 3e modèle qui est le modèle au centre. Il y a des entreprises, des fois, qui arrivent et ils disent, écoutez, là, j'ai compris que l'impression 3D, ça va changer le monde. Moi, je veux comprendre comment est-ce que je pourrais utiliser ça dans mon entreprise, puis qu'est-ce que ça pourrait m'amener. Et là, on voit vraiment qu'on amène l'outil et on sait pas vraiment avec quoi est-ce qu'on va commencer et où est-ce qu'on va arriver. Ça, c'est intéressant aussi. En fait, ça va peut-être faire un petit peu la même chose qu'avec l'arrivée d'Internet ou l'arrivée du cloud. Il y a des entreprises qui vont être innovatrices, qui vont embarquer rapidement, qui vont être visionnaires surtout. Il y en a d'autres qui vont attendre que le train passe puis qui vont disparaître. Et combien de fois est-ce qu'on entend ça dans les entreprises? Moi, j'ai entendu parler du cloud. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça peut m'amener. Qu'est-ce que ça peut me donner. C'est très souvent, on est vraiment en plein au centre. On voit effectivement qu'il y a une transformation, il y a une nouvelle technologie qui crée de la disruption. Excusez-moi, j'utilise le mot en anglais là, des effets de bord et qui effectivement est tellement changeante que la compagnie ou l'entreprise doit se poser la question: qu'est-ce que je peux mettre à profit, où est-ce que je peux mettre ça dans mon entreprise et comment est-ce que ça va me transformer une fois que je vais l'avoir fait. Et ça, le cloud, c'est vraiment un très bon exemple de ça. Un peu plus tôt, Keith, tu disais que tu racontais que tu disais à tes fils il y a quelques jours ou quelques semaines qui sont vraiment la dernière génération qui va apprendre à conduire une voiture. Moi, je suis en train de réfléchir en me disant: est-ce que c'est envisageable même que nous, les programmeurs,
on souhaite la dernière génération de programmeurs qui va être programmée avec des langages stricts, très, très, très... si t'oublies ton point-virgule en C-Sharp, là, oublie ça, là, le compilateur ne sait pas quoi faire avec ça. Où je veux en venir, c'est est-ce qu'on peut envisager que la programmation dans le futur, elle va se baser sur les innovations qui vont venir justement du traitement automatique du langage naturel, qui, si on est capable de comprendre de plus en plus le langage naturel, on devrait être de plus en plus capable de comprendre ce qu'un programmeur pourrait dire avec des mots, en utilisant des mots-clés, et inférer à ce moment-là les lignes de commande qu'il veut dire. Donc peut-être que programmer dans 10 ou 15 ou 20 ans d'ici, ça va être plus un travail verbal où tu vas dicter ce que tu veux et automatiquement par reconnaissance, puis sachant c'est quoi ton mot, il va créer le programme parce que demain matin, moi mettons, je prends le langage de programmation de très bas niveau ou très basique qu'on enseigne aux enfants, qui était basé sur la métaphore de la tortue. Tourne à droite, tourne à gauche, avance. Donc ça, je pourrais aisément transformer ça dans un langage verbal et programmer pour un enfant, ce serait dire, dis les commandes, là, tourne à gauche, tourne à droite. Je vais te répondre simplement de façon très très simple, Mario, avec quelque chose qui est garanti, sur lequel je peux pas me tromper. Puis un futurologue serait définitivement d'accord avec ce que je vais dire. Si les nouveaux langages que tu suggères te permettent d'être plus permissif au niveau des erreurs qu'un humain peut introduire, et si ce langage-là permet de réduire la répétitivité et la perte de temps de choses qui sont communes, c'est garanti que c'est des choses qui vont arriver. Ça va permettre un plus grand volume d'individus de devenir programmeurs, parce que là, aujourd'hui, ce qui fait que entre autres, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent pas à la programmation? C'est parce que eux, ils trouvent ça stupide, parler de machine qui est bête et stupide, puis que t'oublies de mettre une virgule à l'endroit, il comprend rien. Donc, à quelque part, en ayant des machines plus intelligentes, peut-être que là, il s'intéresserait plus à la programmation. Tu fais un peu d'amalgame, là. Oh, tout à fait, genre... oui. Mais pour tous les gens... des femmes qui étaient des super programmeurs, là. Mais pour tous les gens qui ne sont pas confortables à parler à des séries ou à quoi que ce soit, il faut mettre en contexte que de plus en plus, cette technologie-là est pervasive. Moi, je regarde, j'ai rigolé l'autre jour en entendant parler que quelqu'un a pris un bon vieux jeu dont vous êtes le héros là en ligne, là, les bons vieux jeux textuels qu'on avait à notre époque, là, tourne à gauche, tourne à droite, là. Et ils ont pris ça, ils ont transformé ça en un skill set pour Alexa. Et maintenant, avec le Alexa d'Amazon, on peut avoir cette conversation-là, humain à machine, comme si c'était quelque chose d'interactif dans lequel on a une histoire. Donc finalement, tu fais progresser celui qui te raconte l'histoire en fonction des scénarios que tu choisis. Quand il dit, bon, si tu veux être à la page, va à la page 49 ou va à la page 68 ou va à la page 94. C'est un peu la même chose, mais en version moderne. Exactement. Puis ce que ça signifie, ça, c'est que autant qu'on fait progresser la machine pour être beaucoup plus une meilleure interface pour l'être humain, autant que l'humain actuellement, on s'en rend pas compte, mais il devient de plus en plus capable de parler à la machine parce que ça devient de plus en plus normal. Tout à fait. Ben écoute, Keith, je pense que t'as vendu ton point. C'est-à-dire que l'automatisation intelligente est devant nous. C'est une prédiction qu'on peut faire puis sans trop se tromper. Quelle forme elle prendra? Ben là, on peut peut-être en discuter, avoir différentes opinions. Mais comme tu dis, dans la mesure où ça va enlever les erreurs humaines et ça va simplifier le niveau en tout cas les compétences techniques. Dans les deux cas, ce genre de choses-là devrait apparaître. Ça va nous toucher, pas juste nous comme informaticiens dans les solutions qu'on fait pour les clientèles, mais même nous dans notre métier à moyen long terme. Exact. Puis effectivement, une des choses en fait qu'on n'a pas mentionné ou on en a parlé relativement faiblement, c'est que ça va nous permettre d'avoir une très grande diversité d'expériences. Parce qu'en fait, on va avoir toutes sortes d'appareils qui vont être presque sur mesure parce qu'on va être capable de les choisir comme on le veut. C'est ça qui va être extraordinaire. Ouais, puis
Donc, probablement, peut-être que le métier d'informaticien, plus tard, c'est avec des lunettes augmentées, la voix, tout ça mixé ensemble, pas juste utiliser un clavier pour donner des directives pour programmer. Mais bon, on verra où le futur nous amènera. Mais fort intéressant, ça donne un aperçu de ce que le futur peut nous réserver. Absolument. Écoute, Keith, peut-être en terminant, est-ce que toi, il y a ton livre, on va mettre le lien pour ton livre parce que c'est une lecture intéressante. Est-ce qu'il y a un blog, quelque chose comme ça, que toi, tu suis, que tu aimerais recommander à nos auditeurs? En fait, il y en a de toutes sortes, hein, parce qu'en termes d'innovation, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais moi, en fait, celui sur lequel je suis le plus assidu, que j'essaie de lire sur une base régulière, c'est le site New Atlas, qui, lui, en termes d'innovation, va couvrir à peu près tous les types d'innovation possibles et impossibles, que ce soit au niveau de l'architecture, au niveau de la technologie, au niveau de la biologie. Et en bout de ligne, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ça d'un point de vue justement informaticien, ça se résume systématiquement toujours à des règles de programmation. OK. C'est ça qui est fascinant de ce côté-là. Puis je pense que on est dans un domaine actuellement qui n'est pas voué à l'échec. Au contraire, il va prendre de l'essor de façon extraordinaire. Ben écoute, on va mettre le lien vers le site New Atlas sur la page du site. Puis, ben écoute, Keith, on te remercie. Ah oui, absolument, oui. C'est un plaisir. On va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Profitez de la période estivale pour ceux qui sont dans... qui, comme nous, vivent dans l'espace nordique. Puis ceux qui sont sur l'hémisphère sud, ben on vous souhaite que l'hiver ne soit pas trop dur. On peut en rire parce que nous, au Québec, l'hiver, on connaît ça. Donc, sur ça, on va vous souhaiter bonne programmation. On se revoit le mois prochain. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.